bienvenue tout le monde. Donc, je me présente. Moi, je suis Nadia Bélanger. Je suis la coordonnatrice du collectif Défi. Donc, c'est moi qui vais animer une partie de la rencontre aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé ça pouvoir rester tout le temps avec vous, mais malheureusement, j'ai un conflit d'horaire professionnel. Donc, il va falloir que je quitte à la mi-temps. Donc, c'est Samuel qui va prendre les questions aussi par rapport à sa conférence, puis animer la période de questions. Bonjour Gilles, bienvenue. Donc, pour présenter rapidement Samuel, donc Samuel est chargé d'enseignement à l'Université Laval et il a soutenu le 7 octobre dernier sa thèse. Donc, bravo encore Samuel. Merci Euh, beaucoup. et le titre de sa thèse avait pour titre Les outils du pragmatisme pour résoudre la crise des fondements philosophiques de l'école québécoise, l'éducation comme laboratoire de l'épistémologie. Donc, il a réussi avec succès. Donc, Samuel est maintenant docteur dans son domaine et il a publié un article récemment avec le professeur Christophe Point, qui est une recension des promesses pédagogiques de la philosophie pour enfants au Québec. Donc, je mettrai le lien dans la conversation si ça vous intéresse d'aller consulter cet article-là. Aujourd'hui, Samuel est ici avec nous pour nous parler des enjeux et des défis de l'introduction d'une perspective autochtone en philo pour enfants. Donc, je vais lui laisser la parole, puis je le remercie énormément. Nos conférenciers au collectif le font de manière bénévole, donc ils nous offrent leur connaissance et leur temps de manière bénévole. On est super contents pour ça. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup au collectif, justement, d'avoir lancé l'invitation. J'avais adoré le cycle de conférences l'année dernière. Alors, ça me fait plaisir de participer à celui de cette année. Donc, si vous me permettez, je vais commencer à partager mon écran. Hop, pour vous, du moins, à partager mon petit PowerPoint. Le temps que Samuel affiche le PowerPoint, juste vous indiquer Bon. que les conférences du collectif sont enregistrées, puis elles sont déposées sur la chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise que votre visage apparaisse là, pendant la conférence, vous êtes mieux de fermer votre caméra. Même chose pour la période de questions. Si vous préférez poser des questions sans allumer votre caméra, on va respecter ça. Donc, voilà. Parfait. Donc là, normalement, vous voyez le grand PowerPoint. Normalement, tout doit être visible. Alors sur ce, donc bonjour tout le monde. Effectivement, moi c'est Samuel. Alors je vous propose une conférence intitulée aujourd'hui « À la croisée des sentiers, enjeux et défis de l'introduction d'une perspective autochtone en philo pour enfants ». Ben, déjà fait une petite présentation, mais pour commencer ma conférence, j'aimerais d'abord vous en dire un petit peu plus aussi sur ma situation, pour vous dire un peu qui parle, hein, pour reprendre une expression de Didier Chirutaire souvent. Donc moi, je suis donc québécois, mais je suis aussi Innu. Alors, je suis un membre de la communauté de Machiouiats, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et je suis en processus de réappropriation culturelle, parce que moi, j'ai grandi hors de la communauté, donc au Saguenay, mais pas à Machiouiats, même si j'ai des membres, plusieurs membres de ma famille qui y sont, ce n'était pas le cas de ma bulle à moi. J'ai pas vraiment de souvenir de mes contacts, d'échanges avec mes grands-parents. Ils sont décédés quand j'étais trop jeune, quand j'étais très jeune. Donc, et en plus, on sent après tout la rupture qu'il y a eu au niveau de la transmission culturelle, au niveau de la communauté autochtone. Je suis aussi un philosophe, hein, de l'éducation. Là, ça va paraître, vous allez voir, je ne suis pas un scientifique et je suis formé dans la tradition occidentale, donc tout particulièrement américaine. Alors, vous allez voir, ça transparaît dans mon propos. Et justement, ça vous introduit que moi, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, hein, c'est une contribution qui est au niveau des idées. Mon but, moi, c'est de vous faire réfléchir un peu, d'éveiller des esprits, on pourrait dire, et la science viendra après. Alors, le projet parce que, comme Nadia l'a dit, je viens de terminer mon doctorat, je vais me lancer dans un projet pour les prochaines années qui est un peu l'ébauche que vous allez voir aujourd'hui. Donc, essayer de contribuer à ma manière à la cause autochtone tout en conjuguant mon processus de réappropriation et peut-être aider comme ça d'autres individus qui sont dans la même situation que moi. Alors, c'est un projet qui est important et vous allez voir, donc, en vous présentant déjà ma double identité, hein, et ma passion pour la réconciliation qui vient justement de ma formation en philo occidentale américaine, je pense que la suite va avoir davantage de sens. Vous allez comprendre peut-être d'où je parle et pourquoi je le fais. Alors, ma présentation aujourd'hui, c'est une réflexion exploratoire, parce que comme je vous dis, je commence ces recherches qui visent à réconcilier deux mondes. Alors, mon hypothèse, c'est qu'il serait souhaitable d'inventer, de perfectionner, de pratiquer une pratique de la philosophie autochtonisée avec les enfants, pour contribuer à la décolonisation des savoirs, pour partager et valoriser les perspectives philosophiques des premiers peuples, pour développer l'autonomisation et l'autodétermination des jeunes autochtones,
et pour contribuer au processus de réconciliation entre autochtones et allochtones. Je vais le faire d'abord en disant quelques mots sur qu'est-ce que c'est que la philo pour enfants, la PPA. C'est peut-être pas toujours clair pour tout le monde, mais au moins présenter les bases sur lesquelles je m'appuie pour présenter la suite. Vous présentez les deux formes que peuvent prendre une philosophie autochtone et vous expliquez pourquoi j'en choisis une plutôt que l'autre, les changements que je propose au dispositif, avantages, limites, conclusions. Alors sur ce, qu'est-ce que la PPA? Donc, la philo pour enfants, c'est un mouvement de didactisation de la philosophie, c'est-à-dire qu'il essaie de démocratiser, de répondre, de rendre accessible et digeste la philosophie, qui a été fondée dans les années 70 par des Américains, Matthew Liebman, Anne-Margaret Sharp, qui ont eu l'idée d'utiliser la philosophie comme un outil pour former le jugement chez les jeunes, développer la pensée complexe et aussi permettre d'acquérir des attitudes et des habitudes démocratiques. Alors, il y a un projet politique, déjà au début en philosophie pour enfants, d'être une éducation à la démocratie. On y reviendra. Et pour ce faire, donc, on fait faire de la philo aux jeunes. On n'est pas en train de vulgariser une vulgarisation de Platon. On met les jeunes dans des réflexions autour de questions philosophiques pour les apprendre à réfléchir. Mais, au moins chez les fondateurs, il y a à l'origine une part de transmission, donc en philo pour enfants, une transmission de certaines idées par la littérature, par les questions d'approfondissement et par les habiletés de la pensée. On a l'occasion d'y venir et ça, c'est important, à mon avis, pour imaginer la perspective autochtone. Alors, le dispositif classique qu'on utilise normalement en philo pour enfants, celui que j'enseigne dans mes cours, dans les étudiants et étudiantes qui sont en recherche philosophique, la CRP, un dispositif inspiré par ailleurs de l'enquête chez Dewey et qui est constitué globalement de 4 étapes. Amorce, création de l'ordre du jour, délibération, retour métacognitif. Je vais en dire un petit mot sur chacune de ces étapes parce que ce que je vais proposer, la perspective autochtone, elle nous demande de venir modifier chacune de ces étapes. J'y reviendrai. Donc d'abord l'amorce. Une CRP commence par créer une expérience commune qui sert de stimulus à la réflexion. On se met autour d'un problème. Traditionnellement, on part de la lecture en commun d'un roman spécialisé, écrit pour l'occasion, comme La découverte de Harry, par exemple, le tout premier, qui est déjà une première manière, comme je vous disais, de transmettre autrement la culture philosophique, parce que les philosophes de la culture sont là, sont juste simplement pas nommés, mais leurs idées sont là et on pense avec eux. Mais vous le savez, il y a d'autres amorces qui sont possibles, la littérature jeunesse, des courts-métrages, des expériences, etc. Après l'amorce, on fait un ordre du jour, c'est-à-dire qu'on demande aux jeunes, après ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse et que vous ne comprenez pas? Venez écrire des questions au tableau. Et là, on leur apprend à formuler des questions philosophiques, c'est-à-dire des questions qui sont centrales, contestables et communes, c'est-à-dire qui visent l'universalité. Normalement, quelqu'un qui viendrait après, qui n'aurait pas lu le roman, pourrait voir les questions au tableau et faire « Ah, c'est bon, je les comprends ». Elles sont communes, elles sont universelles. Ensuite vient la délibération, où là, on a choisi la question et donc on essaie de co-construire une réponse à cette question choisie. Dans la délibération, l'adulte doit adopter une posture d'animation qui est non directive, qu'on dit neutre, parce qu'on ne veut pas manipuler vers une bonne réponse, on va mettre plutôt au défi de penser par des questions d'approfondissement, mais aussi par des questions qui vont amener les jeunes à mobiliser toute une gamme d'habiletés de la pensée. D'habiletés de la pensée qui sont, on pourrait dire, des gestes qui permettent donc d'approfondir, d'avancer, de progresser dans la recherche, tels que fournir des exemples, définir, proposer des comparaisons, etc. Habiletés de la pensée que le programme de CCQ a appelé les moyens pour appuyer ces idées. Et après, on fait un petit retour métacognitif, c'est-à-dire qu'on se prend quelques minutes pour évaluer le processus de la recherche. Est-ce qu'on a bien cherché? Est-ce qu'on a bien défini nos termes? Est-ce qu'on aurait pu fonctionner autrement? Ou encore l'utilisation de nos outils. Est-ce qu'on a assez donné d'exemples, par exemple? Alors, sur ce, maintenant, nous sommes à la croisée des sentiers. Parce que, considérons que toute pédagogie n'est pas neutre, parce que ça véhicule implicitement des objectifs, des valeurs, des conceptions philosophiques, c'est ma thèse à paraître, que toute enquête est politique et morale, et que, je l'ai dit tout à l'heure, la philo pour enfants, elle est ouvertement, chez Lippmann, Sharp, Sasseville, Toddy, Chirouter, projet politique. C'est une éducation à la démocratie, par la démocratie. Alors, il existe deux grandes avenues pour adapter la philo pour enfants en contexte autochtone.
Et ces deux chemins-là font écho aux deux chemins de la réconciliation. Donc, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, notamment avec la commission Vérité et Réconciliation. Mais il y a déjà là ici un problème qu'on n'entend pas souvent parler, c'est qu'on ne s'entend pas sur qu'est-ce que c'est que cette réconciliation. Parce que la conciliation, ça veut dire l'action de rapprocher pour créer une harmonie. C'est un processus entre deux choses qui continue, qui cherche à créer cette relation qui n'est pas là à l'origine. Alors que la réconciliation, c'est réparer une relation qui était antérieurement harmonieuse. On s'entendait, coupure, on ne s'entend plus, on réconcilie. Or, pour certains auteurs, pour des autochtones, il y a un problème de parler, de viser la réconciliation, c'est qu'on promeut une fausse compréhension du passé. Un passé qui serait idéalisé entre les Autochtones, les Allochtones, où on avait une harmonie, où on s'entendait parfaitement, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas toujours le cas du moins. Et aussi, donc, ça va contraindre la forme que va prendre l'avenir, la future relation, le futur état entre Autochtones et Allochtones. Est-ce qu'on vise deux mondes en contact, la conciliation, ou la création d'un monde commun, on pourrait dire une réconciliation? Et c'est comme je vous dis, moi, c'est quelque chose qui, dans les derniers mois, plus j'en apprends sur la situation, sur l'enjeu, la cause autochtone, je suis tiraillé parce que, voyez-vous, on fait beaucoup référence, par exemple, au traité du Wampun à Duran, ou Kaswanta, qui fait référence à un accord historique qu'il y a eu entre les Iroquois et les Pays-Bas au 17e siècle, où les Iroquois ont vraiment dit nous, on ne veut pas, on va dire, embarquer dans votre monde. Et c'est ce que représente la ceinture ici du traité, vous la voyez à droite. Citation pour l'expliquer. Nos relations ne seront pas celles de père et de fils, mais celles de frères. Ces deux rangs symboliseront des vaisseaux qui voguent ensemble sur la même rivière. L'un sera celui du peuple original avec ses lois, ses coutumes, et l'autre celui du peuple européen avec ses lois et ses coutumes. Nous voyagerons ensemble, mais dans sa propre barque. Ni l'un ni l'autre n'essaiera de conduire le vaisseau de l'autre. Donc, pour certains autochtones, le but, c'est pas d'avoir un même bateau et d'avoir un même Canada, par exemple, et de naviguer sur la même rivière. Non. Chacun, on a notre propre embarcation. On peut échanger, on peut commercer ensemble, mais on reste tout de même deux entités complètement séparées. Alors, si on vise cette conciliation, il y a une pédagogie, il y a une PPE autochtone qui lui vient. Ce serait une PPE, le premier sentier, qui serait purement autochtone. Le but ici qui est visé, c'est protéger et promouvoir la pensée autochtone, on pourrait dire traditionnelle, qu'on considère comme étant radicalement différente de la pensée dominante allochtone. Alors, le moyen qu'on pourrait faire dans ce cas-là, si je me lance dans un tel projet de recherche, ce qu'il faudrait faire, ce serait de déterminer en quoi est-ce que ça consiste, les philosophies autochtones des communautés, et adapter, voire recréer complètement la CRP en ce sens. Et ça, c'était mon hypothèse initiale. Quand j'ai commencé à imaginer qu'est-ce que ce serait que de faire de la philo pour enfants en contexte autochtone, c'est dans cette idée-là, c'est dans cette voie-là que je me suis aventuré au début. Et j'ai même trouvé au moins un article dans la littérature scientifique proposé par Eli Carr aux États-Unis qui propose ça. C'est-à-dire qui reconstruit la CRP autour de l'histoire, autour de se raconter, de co-construire en groupe une histoire pour respecter, on pourrait dire, la philosophie, la pensée autochtone. Mais mes réflexions ont un peu évolué et je ne pense pas qu'il faut aller par là. Je pense qu'il y a des limites à cette approche. Ça pourrait, à mon avis, perpétuer le fameux mythe du bon sauvage, si vous me permettez le terme, naturel et spirituel. Or, les cultures autochtones, ce sont des phénomènes qui sont complexes, indéfinis et évolutifs. Si on essaye de faire des CRP où on pense un peu comme dans le temps, on n'est pas nécessairement en train de respecter la manière dont les Autochtones pensent maintenant. En fait, on est peut-être en train de contribuer à une illusion de pureté de ce que c'est qu'être autochtone. Et on pourrait aussi tomber dans ce que j'appellerais le piège de l'argument de l'incommensurabilité. Si on commence à dire les Autochtones pensent radicalement différemment des Allochtones, qu'on refuse la délibération, la création d'un point d'échange commun, bien, au fond, on est un peu en train d'accepter certaines dichotomies entre le spirituel, le rationnel, la nature, la culture, la croyance, la science. Et comme ça, on légitime la supériorité des unes sur les autres. Alors, je ne pense pas qu'il faut aller là. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas se leurrer. Les Autochtones vivent eux aussi dans un environnement aujourd'hui qui est façonné par la culture occidentale. Alors, pour citer Chaplier, Simard et Raymond,
Les valeurs autochtones sont situées dans une société donnée qu'on peut qualifier de néolibérale, dans laquelle d'autres injonctions et valeurs coexistent. L'individualisme, l'exploitation de la nature, l'accumulation de richesses personnelles. Donc, comme les sociétés occidentales, les communautés autochtones naviguent entre des tensions et vont essayer de trouver un équilibre. Plus encore, elles sont des ensembles hétérogènes et complexes, et si on le nie, c'est équivaut à une forme de racisme, une idéologie qui enferme les juges sur des critères raciaux. Alors, les communautés, ce ne sont plus comme les communautés de l'époque. Il y a des magasins, par exemple, il y a des volontés capitalistes, par exemple, et ça devrait faire partie des discussions du dispositif lui-même. Et si on essaie de créer des bulles dans les communautés, ben, on pourrait aussi creuser l'écart entre les Autochtones dans et hors communauté. Et comme je vous dis, ça c'est ma perspective, mais je rêve d'un rapprochement plus étroit entre les deux. Alors, c'est pour ça que je propose plutôt le second sentier, qui est une pratique de la philosophie autochtonisée avec les enfants, une PPAE, mais vous allez voir, je ne tiens pas trop au terme, on y reviendra. Alors, où là, le but, c'est de rapprocher la pensée autochtone, qu'on considère comme étant simplement différente de la pensée dominante, pour échanger des outils et des idées avec lesquels on pourrait se comprendre mutuellement, se critiquer et construire un monde commun. Alors là, qu'est-ce qu'on ferait? Les moyens, c'est de conserver les grandes orientations de la PPE, mais d'essayer de retirer la suprématie que détient la tradition occidentale sur la rationalité. On pourrait s'inspirer de certaines hypothèses de l'épistémologie féministe, par exemple. Et c'est quelque chose que certains auteurs autochtones aussi ont proposé, c'est d'essayer d'établir la philosophie autochtone ou la spiritualité autochtone comme une pensée qui est elle-même rationnelle et argumentée, sans la dénaturer. Et je pense que la PPAE, ça pourrait être un outil pour ça. Mais donc, comment faire? Voici certains changements que je propose d'apporter à la CRP, à la PPE et à la posture de l'animation. Mais je vous le dis, ce sont des hypothèses de travail. Je commence et j'ai hâte d'avoir vos questions ou vos feedbacks pour qu'on creuse ça ensemble. D'abord, aller jouer sur des amorces. Alors, on pourrait utiliser des amorces autochtones, ancrer les ateliers de philo autour de matériels autochtones qui sont porteurs de ces réalités, de réflexion, de ces perspectives ou de ces visions du monde. On pourrait partir des littératures autochtones qui sont déjà existantes, comme par exemple « Je suis une maudite sauvagesse » d'Anton Cabèche. Je l'ai essayé à l'ACFAF l'année dernière et ça a super bien été. Un projet aussi qui sera à écrire, ça, ce serait à voir dans les prochaines années, de la littérature philosophique spécialisée, peut-être un peu s'inspirer de ce que Lippmann a fait, mais à ajouter les perspectives autochtones à des romans pour enfants ou pour adolescents. On peut aussi partir de poésie, de films, voire même peut-être, pourquoi pas, de mythologie, d'histoire des communautés, qui pourraient même peut-être qu'on pourrait même narrer par les aînés des communautés. Alors, à mon avis, c'est une solution qui est évidente et qui est absolument nécessaire même. Même qu'il y a certains autochtones qui promeuvent en fait le fait qu'il faut diffuser ces idées-là, ces matériels par les médias. Si je cite Stone Child ici, mon but est d'articuler des concepts du patrimoine sacré afin que notre peuple et tous les autres comprennent et apprécient mieux la cohérence et la complexité du système de croyances autochtones, le voir comme étant quelque chose de rationnel. Les aînés progressistes reconnaissent que les temps ont changé et qu'il est important de partager leur savoir avec une communauté plus large à présent. Et les outils modernes, tels que les livres, justement, peuvent faciliter la compréhension de leurs pratiques. Donc, même pour certains autochtones et certains aînés progressistes, la diffusion de ce matériel et de ces systèmes de croyances, c'est une idée nécessaire et utile. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'après tout, l'essentiel en philo pour enfants, c'est la délibération. L'amorce sert à créer le contexte où la discussion va avoir lieu. Et il y a un risque aussi, c'est qu'on pourrait reconduire une forme de colonialisme implicite si on se met à aborder en philosophes occidentaux le matériel autochtone. La preuve, c'est que la philosophie grecque, après tout, elle a émergé comme une critique de la mythologie grecque. Donc, pour citer Descartes, dans presque toutes les initiatives en PPE, la philo occidentale, bien qu'implicitement, elle reste le point de référence principal, la source d'une grande partie de ces hypothèses. Et donc, la philosophie pour les enfants est toujours encadrée par des modèles, des perspectives de philosophes occidentaux. Alors, c'est pour ça que la perspective autochtone, elle doit participer à l'activité elle-même et donc aller jouer, comme je vous disais, sur les autres étapes de la CRP. Une amorce autochtone, ce n'est pas suffisant. Alors, pour les autres amorces, pour l'ordre du jour, par exemple,
ce que je propose, c'est un ordre du jour qu'on pourrait dire existentiel. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas tenir aux questions communes, comme je disais, ou universelles. Parce que l'universel, ça peut gommer justement les particularités, les perspectives, les questions, les problèmes des peuples opprimés. Or, si ça va avoir du sens, la philo pour enfants, la réflexion, il faut que ça parte du vécu, hein, des problèmes qui sont vécus, des questions qui émergent des jeunes. Il faut leur permettre de problématiser leur environnement, de questionner les enjeux qu'ils vivent eux. Or, un droit de propriété inaliénable, par exemple, pour les Autochtones, ça fait peut-être pas vraiment de sens. Alors, contre le mythe du bon sauvage, justement, il faut montrer que la philo autochtone, ça peut être noblement utile. Elle peut aborder des problèmes existentiels qui sont actuels, qui ne font pas juste référence à la forêt de la Nouvelle-France de 1600. Alors, il faut montrer le fait que le savoir spirituel autochtone, il est vital pour tous. Et aujourd'hui, au niveau de la délibération, je vais vous présenter 3 points qui sont interreliés ensemble. Première, ce serait de proposer une animation qui est active et conscientisée. Paulo Freire, dans la pédagogie des opprimés, dit que l'idéologie dominante, elle peut être parfois protégée par la fameuse neutralité de l'adulte, la posture neutre de l'animation. Thorntonberg ajoute, c'est un faux respect pour les étudiants. Je ne dis rien sur mon accord ou mon désaccord, par respect pour les autres, et plus je laisse l'idéologie en paix. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que si on veut que la perspective autochtone fasse partie du dispositif, puis qu'elle soit vraiment une perspective qui prend part au dialogue, l'animation doit être consciente des pensées dominantes pour les soumettre activement à la critique. Ce que ça demande donc, c'est que l'animation, elle ne peut pas s'effacer. On ne peut pas avoir une présence-absence en disant « les jeunes sont capables ». Non, il faut être actif, il faut avoir des intentions pédagogiques, philosophiques et politiques, minimum celle d'explorer pour vrai une multiplicité de perspectives. Donc, il faut s'embarquer dans l'arène, on pourrait dire. Et pour ce faire, pour y parvenir, il y a 2 moyens. La première, ce serait d'utiliser des questions d'approfondissement inspirées des philosophies autochtones, justement. Parce que ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire comprendre à mes étudiants et étudiantes. En PPA classique, on utilise la tradition philosophique pour mettre au défi de pensée. On transforme ce que les philosophes ont dit, leur thèse, en question. Quand on connaît son Platon, on peut demander, par exemple, est-ce que l'école, ça doit servir à apprendre aux enfants à contribuer à la société? Quand avons-nous un devoir d'aider les plus démunis? On devrait pouvoir faire la même chose avec les philosophies autochtones, poser le même geste. Est-ce le territoire qui nous appartient ou bien appartenons-nous au territoire? Les animaux, est-ce qu'ils peuvent juger notre mérite? Peut-on mener une bonne vie si nous sommes en déséquilibre? Donc ça va me demander bien sûr un gros travail de lecture et de rédaction de plans en amont, mais ça me semble absolument nécessaire si les Autochtones peuvent être des acteurs et pas juste ici les sujets des amorces. Et enfin, ça aussi c'est quelque chose qui à mon avis qui est très important, c'est de trouver des habiletés autochtones de la pensée. Il faudrait répertorier et demander de faire pratiquer des conduites sociales, affectives, cognitives, qui sont essentielles à la pensée autochtone. Et qui pour nous, ou quand je dis pour nous ici, je parle des allochtones, qui ne sont pas quelque chose de naturel, ou du moins qui va de soi. Je donne un exemple. Prenons la chasse chez les Inuits ou les Eiyuk, les cris. L'idée centrale, c'est que l'animal se donne au chasseur qui est jugé méritant. Le succès, c'est une conséquence de l'attitude respectueuse envers les animaux. Parce qu'on a gardé son camp de chasse propre, qu'on redonne, qu'on est respectueux, qu'on est... voilà. Alors de cela, à mon avis, on peut en tirer déjà là 2 habiletés de la pensée, on pourrait dire. Donc, envisager une perspective non humaine. Et à votre avis, les jeunes, qu'est-ce qu'en penseraient les animaux? Ou qu'est-ce qu'en penseraient les arbres? L'eau, par exemple. Donc, une perspective non humaine. Ou encore, évaluer ses relations avec les autres. Et par autres, il faut le prendre au sens très large, pas juste des autres humains, mais des autres animaux, de l'environnement, etc. Parce que notamment, chez les Autochtones, chez plusieurs cultures autochtones, nous sommes définis par notre ensemble de relations. Alors ça ici, j'en ai 2, mais à mon avis, d'autres peuvent et doivent être trouvés. Et ça, ce serait le travail sur lequel je me mettrais en avant après la conférence. Enfin, le retour métacognitif, à mon avis, on devrait faire un retour qui serait plus holiste. Parce que si on vise une enquête qui est lucide, qui est décolonisée,
Si on veut justement aider l'animation à prendre conscience des récits dominants, des pensées, pour être capable d'amener les perspectives autochtones, de poser des bonnes questions, de faire dialoguer ces idées-là, mais pour citer Macayo, il faut que les enseignants et les étudiants doivent être attentifs à la phénoménologie de la communauté, à leurs expériences ressenties et à celles des autres, comme la colère, l'hésitation, la résistance, le silence, la mise sous silence. Voir, mais qu'est-ce qui se manifeste? Pourquoi, à votre avis, ça vient vous chercher, ça? Pourquoi est-ce qu'on est inconfortable à aborder cette question-ci, à votre avis? Est-ce que c'est parce que pour nous, la spiritualité, ça n'a pas de sens, par exemple? Et pourquoi ça? Vraiment aller utiliser tout ce qui se manifeste dans une optique de questionner et de chercher, dans l'optique de mieux comprendre l'autre. Alors, les bienfaits postulés pour la décolonisation, l'autonomisation, la réconciliation, il y en aurait plusieurs. Je vais y aller un peu rapidement. Mais donc, à mon avis, ça permettrait, au moins pour les Autochtones, par exemple, ici, de penser avec et à l'aide des systèmes de croyances autochtones, et pas juste sur. Et donc, il y a une forme de transmission, comme je vous disais, mais d'une autre culture philosophique et spirituelle qui est aussi riche. Apprendre l'ouverture d'esprit, bien sûr, mais ça, c'est quelque chose qui est associé à la philosophie pour enfants en général. Permettre aux jeunes autochtones de se réapproprier les concepts de la tradition et de les adapter à leur réalité. Trouver par et pour eux-mêmes qu'est-ce que ça signifie être autochtone, le territoire, le savoir, la nature, l'amitié, le respect, en avoir une compréhension personnelle. Peut-être aussi que ça permettrait de développer les outils philosophiques et argumentatifs pour défendre les visions, les droits des Autochtones à l'aide d'un langage qui serait partagé et compréhensible pour les Autochtones. Donc, pour citer Finlay, usez des outils du maître pour démanteler la maison du maître. Je vais mieux vous comprendre pour être capable que vous me compreniez mieux puis que pour défendre notre perspective. Et donc, ça permettrait également donc, de donner l'espace, le temps, les outils pour bâtir une maison commune. Et je pense que on doit aller dans ce partage des deux cultures. Et c'est même quelque chose que certains Autochtones, que certains aînés reconnaissent. Si vous me permettez de citer un aîné, M. Danny Muscal, l'aîné des Saulteaux, il dit « Nous reconnaissons le besoin impérieux d'apprendre, d'utiliser le système de l'homme blanc, l'école, pour nous emparer de ses idées, de ses pensées et de ses sentiments, à travers une voie pacifique de coexistence avec l'entièreté du monde qui nous entoure. Nous devons apprendre à vivre en paix avec toutes ces personnes qui viennent sur nos terres. La coexistence, elle est rendue possible par le savoir, aussi bien physique que spirituel. La science, comme la philo ou la spiritualité. Il y aurait cependant certaines limites et difficultés possibles à ce que je propose. On peut se demander, moi je pense que les deux pensées sont simplement différentes et non pas radicalement différentes. Mais certaines personnes, j'ai l'impression, en tout cas me font douter, à voir. Par exemple, la place du possible chez les Autochtones. Marie-Pierre Bousquet, l'anthropologue, elle dit « Retenons simplement que les Amérindiens ne raisonnent pas de la même manière que les Autochtones. Je l'ai expérimenté bien des fois. Pour les Anishinabés, par exemple, on ne peut pas émettre une opinion sur une idée sans l'avoir testée soi-même. Aussi trouve-t-il souvent que les Autochtones parlent à tort et à travers de choses dont ils n'ont pas fait l'expérience. » Or, la philo, c'est une enquête qui est relativement abstraite par ailleurs sur justement ce qui est possible. Parfois, on parle de choses dont on ne sait pas, mais on essaie justement d'envisager les possibilités. Donc, est-ce que ça pourrait seulement intéresser les Autochtones? Je ne sais pas encore, c'est à vérifier. Autre chose, le rapport à l'autorité. L'animation, normalement vous le savez, en PPE, elle doit se voir comme étant égale aux enfants. Elle n'a pas la vérité infuse. Elle est une co-chercheuse, l'animation. Alors, Bousquet nous dit, si vous posez une question dans un groupe, ne répondra celui qui connaît la réponse et que les autres considéreront comme légitimement compétent pour répondre. Donner une réponse fausse est considéré comme humiliant et la personne perdra la face. Ensuite, il ne faut pas interrompre une personne qui est reconnue comme compétente dans le sujet dont il est question, peu importe qu'elle parle longuement. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la posture de l'aîné ou du chef, justement, dans une culture autochtone qui, normalement, justement, a son savoir et le transmet, dont on ne l'interrompt pas? Est-ce que c'est possible de proposer un changement de rapport au savoir à l'aide de la PPAE? Je ne le sais pas. Et parlant même de PPAE, les termes même peuvent être un problème. Par expérience, j'ai vécu, le terme de philosophie fait peur aux Autochtones.
parce qu'il y a toute une histoire qui est associée avec les Grecs, les Romains, mais aussi donc au catholicisme, au protestantisme, au judaïsme. Inversement, j'aurais tendance à dire que le terme de spiritualité fait peur aux Autochtones, parce que c'est un engagement direct et une connexion avec les mystères de la transcendance. Or, la transcendance, elle parle plus beaucoup aux Québécois, par exemple, ces temps-ci. Donc, c'est pour ça que même le PPAE ne serait pas un bon nom. Il faudrait viser un nom qui serait peut-être plus neutre pour le dispositif. Et mon hypothèse, ce serait ici, on visait des cercles d'échange et de recherche sur les questions lourdement essentielles. Des cercles, quoi. Alors sinon, conclusion et projection, quelles sont les finalités recherchées? Parce que voyez-vous, je m'appuie ici sur Pauline Chauspé qui disait « Il ne faut pas construire l'école en se fondant sur l'essence de ce qu'est l'éducation, mais plutôt viser l'école avec les projets qu'on voudrait la voir accomplir. » Donc justement, je pense pas, ça revient à ce que je disais vis-à-vis les deux sentiers, je pense pas qu'on doit fonder la PPAE sur ce qu'est dans son essence la philo autochtone, mais plutôt lui faire donner la forme qui permettrait d'atteindre les fins qu'on vise. Et là, justement, qu'est-ce qu'on vise? Une conciliation ou une réconciliation? Eh bien, je pense qu'il faut apprendre, que la PPAE devrait apprendre à recartographier le territoire culturel, la réconciliation, viser un dispositif pour former des jeunes autochtones et allochtones qui ont à la fois le goût, les habitudes, les aptitudes, les attitudes pour réfléchir et donc faire entendre, tout comme écouter, les perspectives autochtones. Pour apprendre à conscientiser la multiplicité des perspectives et les rechercher activement. Leur apprendre à exprimer leurs idées, écouter celles des autres, à s'entraider, mais ne pas plier devant chaque opinion, leur donner des armes pour jouir de la vie, mais aussi transformer le monde qui les entoure. Alors, en somme, je crois que nous avons plusieurs bonnes raisons d'essayer d'inventer, de pratiquer, de perfectionner une pratique de la philo autochtonisée avec les jeunes. Des jeunes, donc, autochtones comme allochtones, parce que un véritable amoureux de la sagesse se doit de reconnaître, ou du moins de respecter les vérités de la sagesse autochtone, afin d'enrichir la pensée philosophique à travers les cultures et les espaces, comme dit Ricard. Si Socrate, avec notre maître à penser en philo, avait été capable de comprendre ces fameux barbares, à mon avis, il aurait été le premier à aller discuter avec eux pour essayer de philosopher. Merci beaucoup tout le monde.